C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Les Gilets jaunes restent harnachés à leur colère, toujours intacts, et repartiront samedi à l'assaut de l'Élysée. Emmanuel Macron lâche un peu de lest sur une taxe flottante qui ne convainc pas pour l'instant personne. Cependant, le président a modifié son ton, moins arrogant, plus compassionnel. On l'écoute. Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. On a compris qu'il avait compris quelque chose. Quant à Édouard Philippe, il reste droit dans les bottes d'Alain Juppé. On l'écoute. Oui, le 1er janvier, oui. Oui. 1er janvier, le président l'a dit, on a fixé un cap et on va tenir ce cap. Et vous allez tenir ensuite, le président de la République a indiqué comment est-ce qu'on allait procéder à ces augmentations. Alors justement, pour être à la fois déterminé et raisonnable. Donc le Premier ministre recevra une délégation des Gilets jaunes vendredi, mais cette délégation est déjà contestée au sein du mouvement. La semaine dernière, dans cette émission, nous tentions de comprendre l'origine de ce mouvement, des raisons qui poussent une partie des Français à se révolter ainsi. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas Macron. Qu'est-ce que le président n'a pas vu ni compris de son pays ? En 2017, il est élu et porteur d'espoir. Les Français sont impatients mais bienveillants. 18 mois plus tard, il se heurte à une résistance inattendue et s'offre à son corps défendant un strict face-à-face avec la rue. Pas d'intermédiaire, pas vraiment de représentants, plus de syndicats. Cette levée anti-taxe est-elle aussi une levée anti-Macron ? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Carole Barjon. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique à l'Obs, merci d'être là. Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, merci de votre présence. Et Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication du quotidien Libération. Alors, justement, je vais m'adresser à vous. On est à nouveau au seuil de 2 journées importantes. Demain, la rencontre du Premier ministre, si elle a lieu, avec les Gilets jaunes. Et samedi, le retour peut-être aux Champs-Élysées. Donc à la fois, il y a une question pour le Premier ministre, à l'épreuve de cette rencontre, qu'est-ce qu'il va en sortir ? Et puis, les Gilets jaunes, l'épreuve du risque de la violence. Il n'y a pas que ça, parce que ce qui me frappe le plus, mais vous en avez peut-être déjà parlé, c'est le soutien de l'opinion. Oui. Au train où vont les choses, ils vont dépasser 100% d'approbation. Ouais. Tellement ça monte. C'est incroyable. On est à 85%. On est à 85%. Oui. Le dernier sondage. On était à 70 la semaine dernière. Oui, c'était déjà élevé, hein, mais là, c'est incroyable. Alors qu'il y a eu des violences, alors qu'ils ont fait toute une campagne pendant une semaine sur le thème. Comment vous l'expliquez, les fachos. Il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que les gens qu'on voit à la télé, c'est les mêmes que ceux qui regardent, 90%. C'est que les gens se voient à la télé, ils voient leurs voisins, ils voient les difficultés qu'eux-mêmes rencontrent, que 80% des Français, d'une manière ou d'une autre, peuvent rencontrer, classe moyenne, classe populaire, ça fait du monde. Hein. Les classes supérieures, contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, elles sont très minoritaires, dans tous les pays, mais c'est comme ça. Donc les gens se voient à la télé et ils disent, bah oui, mais il a bien raison. Donc il fabrique du gilet jaune, Emmanuel Macron, en réalité. Il l'a fabriqué, parce qu'il a commis... Ça, c'est une chose non, mais il continue à fabriquer la preuve, puisque on est passé de 70 à 85%. Oui, mais il faut être honnête. Oui, c'est vrai. Mais son discours n'était pas mauvais, c'était pas la question. Il est plutôt argumenté. Il a fait une concession, quand même, qui est pas négligeable. On rétablit une sorte de taxe pétrolière flottante. Mais ça ne répond pas du tout au problème immédiat, parce que les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et on a l'impression, enfin, je termine par là, ils ont toujours 2 coups de retard. C'est-à-dire que Laurent Berger dit pourquoi on ne fait pas une grande négociation nationale sur ce... Ils disent Berger, on s'en fout, c'est pas grave. Plus comme le PS disait la même chose, ils n'ont pas voulu avoir l'air de donner la raison à l'opposition. Donc ils ont écarté d'un revers de main pour reprendre la même proposition une semaine plus tard. De la même manière, il fallait recevoir je crois, moi je l'écris en tout cas, recevoir des représentants des Gilets jaunes tout de suite. Ils sont nombreux, ils posent des problèmes qui sont réels, on les reçoit. Après, c'est à eux de nommer des délégués. Même tactiquement, ça aurait été plus malin, parce qu'ils auraient eu du mal à nommer leurs délégués, du coup, ça aurait peut-être mis en difficulté, j'en sais rien. Enfin bon, ça, c'est de la tactique politique.
Carole, oui. Erreur, quoi. Ouais, est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir saisi la main tendue de Laurent Berger de la CFDT? Clairement. Non, mais pourquoi pourquoi ils n'en ont pas voulu? Clairement, parce que d'abord, ça offrait quand même, si la solution que proposait Berger n'était pas forcément, la bonne très précisément, mais il fallait au moins saisir la main tendue, parce que ça prouvait quand même qu'après une journée, la journée du 17 novembre, où il y avait quand même beaucoup de monde, partout en France, ça montrait que le gouvernement entendait et saisissait une main tendue, et ça pouvait faire même un peu diversion, offrir une porte de sortie. Donc c'est vrai que c'était assez incompréhensible, et c'était tellement incompréhensible d'ailleurs que ça n'a pas été compris par bon nombre de députés de la majorité, un certain nombre de ministres. Ouais. Mais ils auraient accepté les Gilets jaunes, la CFDT, qui déboule dans ce mouvement? Non, ils n'acceptent rien. Mais de la part du pouvoir, ça voulait dire, écoutez, on est prêt à entendre diverses et à étudier diverses solutions, au moins. Donc ça donnait une impression de fermeture, et du coup on a peut-être perdu une semaine, beaucoup de temps, et plus d'une semaine d'ailleurs, parce qu'à l'arrivée, comme il y a des ministres qui n'ont pas compris ça, Édouard Philippe d'ailleurs lui-même, dans l'Obs cette semaine, a regretté et a appelé Laurent Berger 2 jours plus tard pour lui dire et au fond, ils le font avec 10 jours de retard. Jean-Marie, sur ce qui a été dit, déjà que le mouvement progresse. Le questionnement du début. Sur la double épreuve, le Premier ministre, on l'attaque beaucoup parce qu'on dit il est droit dans ses bottes, etc. Mais à l'épreuve de la discussion, il peut être autrement. Moi, j'ai dans la tête la négociation qu'il a conduite sur la Nouvelle-Calédonie, où il avait face à face 2 factions irréconciliables et qui sont sortis quasiment réconciliés de son bureau. Donc il y a l'art et la manière aussi, peut-être sortira-t-il quelque chose. En tout cas, pour le Premier ministre, il y a une démonstration à faire de sa capacité à écouter, à discuter, à concerter et non plus à repousser. Donc c'est un mais ce que veulent les Gilets jaunes, c'est qu'ils cèdent. Oui, mais ils cèdent sur quoi? C'est ce qu'il a expliqué, qu'il ne voulait pas céder. Ils cèdent sur quoi? C'est le deuxième point. C'est vrai que le soutien de l'opinion est massif. Mais soutien à quoi? Si on regarde l'ensemble des revendications qui sont mises sur la table, il y a de tout. Il y a à la fois, on est contre les taxes, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui même sort une statistique qui indique que la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Et quand on fait le décompte de ces prélèvements obligatoires, on s'aperçoit que pour moitié, les impôts et les taxes, la France est dans la moyenne européenne. Et ce qui nous fait être les premiers en prélèvement obligatoire, ce sont les dépenses sociales. C'est la retraite, c'est la santé. C'est l'argument d'Emmanuel Macron, d'ailleurs dans son discours. Donc de dire on veut plus de taxes, on veut plus d'impôts, on veut plus de taxes, ça veut dire quoi? Moins de services publics, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de difficulté à saisir une revendication particulière ou un mouvement particulier. Dans leur catalogue de revendications. On va écouter tout à l'heure. Ils réclament la suppression du Sénat. C'est intéressant, il y a une majorité des sénateurs qui sont pour les Gilets jaunes. Et puis par ailleurs, moi, ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est la violence qui s'est déjà produite et qui peut très bien se reproduire d'une façon plus dramatique que celle qui a déjà eu lieu. Alors puisqu'on est sur les Gilets jaunes, et après on entendra Virginie, on va écouter effectivement des ce qu'on appelle des micro-trottoirs dans notre jargon, de différents Gilets jaunes et de leurs revendications. Écoutez. Oui, on sera à Paris. Je n'ai pas été la première fois, mais j'irai la deuxième fois. Pour leur montrer que c'est le peuple que dans la rue. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Donc, à mon avis, il faut peut-être aller voir Dieu et qu'il nous explique clairement ce qu'il veut faire. S'il maintient voilà, Emmanuel Macron. Donc, s'il veut maintenir le cap, il n'y a pas de problème. Nous, on est là parce qu'on va aussi maintenir notre cap. On est prêt à passer Noël ici et puis voilà, quoi. Jusqu'à Noël. Ouais. Même au Nouvel An et même le début d'année prochaine, s'il ne nous donne rien. Il faut qu'il dégage. Personnellement, il faut qu'il dégage. On veut sa démission, Déjà, une baisse de TVA, une baisse de taxes. Un peu de tout, quoi, pour que les gens puissent s'en sortir, parce qu'on en a marre. Ça va être la fin du monde. Si on entend Hulot, ça va être la fin du monde bientôt. Mais nous, ce qu'on voit, c'est déjà la fin du mois. Voilà, Virginie, donc il y a un peu de tout, effectivement, ce que disait Jean-Marie. Et tout à l'heure, Laurent rappelait qu'on était à 85% d'opinion favorable sur ce mouvement. Est-ce que, notamment quand il y a des violences, vous considérez que les Français sont quand même assez indulgents
avec ces gilets jaunes qui parfois ont quand même cassé et fait des dégâts? Je crois qu'il y a une question. Le ras-le-bol est tel que il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, est-ce que les gilets jaunes sont à l'origine de ces violences? Est-ce que ces violences sont venues de groupes venus s'infiltrer dans leurs manifestations? Je parle de ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. Et est-ce qu'il faut décrédibiliser le mouvement parce qu'il y a eu ces violences? Ça, c'est deux questions à laquelle... moi, je pense qu'il faut apporter une réponse très prudente. En plus, je pense que le succès de ces gilets jaunes, dans le fond, c'est qu'ils sont sympathiques. Ils parlent vrai, ils raisonnent vrai, ils disent ce qu'ils pensent, ils sont sans filtre, sans arrière-pensée. Parfois, ils disent des choses énormes. La destitution de Macron, la baisse de toutes les taxes. Quand on lit la liste de leurs revendications, ça fait un peu l'effet d'un inventaire à l'après-vert. Mais c'est frais, c'est comme un vent fort qui souffle et qui renverse cet entre-soi qui fait que l'exécutif parle au gouvernement, qui lui-même parle à ses administrés, qui eux-mêmes parlent aux journalistes, et tout ce petit monde-là tient un discours extrêmement fermé, extrêmement huilé, extrêmement cadenassé, et tout d'un coup, eux, ils viennent se cogner la tête à ce discours-là, et je trouve que leurs coups de boutoir ont quelque chose d'extrêmement salutaire et salubre. Après, la façon qu'a l'exécutif d'y répondre en disant on ne change pas de cap, notre cap est le bon, on est sûr d'être sur la bonne route, les résultats ne sont pas là tout de suite, mais ils vont arriver, se heurtent à leur temps, à eux, qui est beaucoup plus court et qui est, mais nous, on n'a pas le temps d'attendre. On a déjà attendu, on vous a fait confiance pendant un certain nombre de temps, maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. Carole. Oui, tout le problème, en fait, que pose ce mouvement des Gilets jaunes, au pouvoir en place, en l'occurrence, c'est effectivement le problème entre le long terme et le court terme. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a peut-être des objectifs de long terme qui sont justes, utiles, nécessaires, mais que tout le problème, c'est la transition. Deuxièmement, pour rebondir sur ce que disait Virginie, moi je pense que les Gilets jaunes expriment quelque chose, effectivement, qui va un peu droit au cœur, c'est-à-dire, bon, on voit bien qu'il y a le sentiment d'injustice fiscale dans tout ça, et le problème de la répartition des efforts demandés, et ils expriment quelque chose, tout de même quand on les entend, c'est quelque chose que nous tous répétons depuis des années, c'est les métiers utiles qui sont au fond très peu payés. Quand vous voyez des infirmières, des aides-soignantes, comme on en voit dans ce mouvement, des ambulanciers. Et des ambulanciers qui sont payés 3 francs 6 sous, etc. Oui, et c'est là où on voit qu'il y a moins d'impôts. Non, mais mais il y a aussi la question du salaire. C'est tout le problème. Il y a aussi la question du salaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de métiers. Si on veut mieux payer les infirmières, mieux payer les enseignants, mieux payer etc., il faut taxer. Il faut que l'impôt soit à la hauteur. Or, ce qu'ils réclament fondamentalement, mais il y a plusieurs niveaux, c'est ça qui est difficile dans ce mouvement. Il y a des gens qui sont mis en avant, il y a des violences, et juste sur la violence, Virginie, la responsabilité de ceux qui ont appelé à manifester sur les Champs-Élysées, malgré l'interdiction, elle est engagée. Alors donc on peut pas dire, bien sûr, ils ne sont pas eux les casseurs, physiquement, mais ils ont leur responsabilité pleine et entière, parce qu'ils savaient que c'était interdit, ils ont quand même voulu y aller. Donc, ils ont pris le risque de la violence. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et c'est vrai que les niveaux que l'on voit, ou qui sont mis en avant avec des revendications tous azimuts, masquent la réalité de la France pauvre. La France pauvre qui a, elle, vraiment bien besoin qu'on s'en occupe. Mais ce n'est pas fondamentalement le sujet. Et petite parenthèse, ça fait aussi une victime collatérale, qui sont les chômeurs. Parce que plus personne ne parle du problème principal de la France, qui est le chômage. Les chômeurs sont passés, alors vraiment, par profit et perte. Mais qui sont mal payés, qui ne se profitent pas de leur argent. Mais je voudrais en revenir au cas Macron, qui était la promesse de cette émission, dans le fond, Laurent. Qu'est-ce que le président ou le candidat Macron n'a pas vu venir? C'est vrai qu'il est arrivé un peu descendu du ciel en 2017 avec un programme en fait un peu tout ficelé. Je vais faire le rapport Attali, je vais faire la flex sécurité. Il avait un peu son panier rempli de réformes et il s'est dit les syndicats sont des ralentisseurs, je vais faire autrement. Ça a marché un temps, mais quelle est la marche qu'il a montée? Il a été élu sur une formule en même temps. Oui. Et il faut se souvenir que dans un quinquennat, c'est souvent les gestes du début qui marquent les gens, plus que ceux d'après. Le en même temps a créé de la confusion en réalité politique. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas appliqué. Le en même temps, c'était en même temps on supprime l'ISF, on baisse l'impôt des riches et on augmente celui des pauvres. C'est en même temps et pas très bon. Oui. Et les gens s'en souviennent. En même temps, on libère et en même temps, on protège. Mais ils ne protégeaient pas.
Il n'a pas donné ce sentiment, en tout cas. Je ne dis pas que toutes les mesures étaient mauvaises, pas du tout. Non, mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas vu ça. Il a pensé que le... Je ne sais pas ce qu'il a pensé exactement. Enfin, il me donne le sentiment d'avoir pensé qu'on pouvait y aller, qu'il avait été élu à 60% et qu'on pouvait maintenant faire des réformes libérales, en fait, à marche forcée, quoi. Et puis, il y a cette idée d'efficacité, quoi. C'est un banquier, c'est un énarque, il veut que ça aille vite. C'est vrai que c'est des gens rapides, souvent, et intellectuellement. Et donc, il a dit, bon, on ne va pas commencer à négocier pendant 3 mois, on ne va pas faire du Hollande, quelle horreur. Oui, c'est ça. Consulter les gens, c'est horrible, etc. On perd son temps, etc. Alors, donc, allons-y, on le fait. Alors, le premier truc qu'il a fait, c'était la réforme du Code du travail. Bon, ça a marché. La SNCF, moi, c'est fait. Et puis après, il fait la réforme de la SNCF, 6 mois, terminé. Donc ça, c'est l'hubris. Là, ça marche, on y va. On est sur un nuage, quoi. Et en juin, il était effectivement, politiquement, il était pas sur un nuage, mais enfin, il avait marqué des points, son programme était mis en œuvre, et il gardait le soutien d'une grande partie de la population. Ça s'est effondré en 3 mois. Donc il a bien dû y avoir une erreur dans cette période initiale. J'ajouterais que cette première année, qui c'est vrai, très bien passée, a malgré tout eu quelques petits signes annonciateurs de mauvais retours de bâton, si je puis dire, en l'espèce des phrases d'Emmanuel Macron. On les a commentées à chaque fois. Mais ces phrases-là donnaient l'idée d'un président qui, dans le fond, ne comprenait pas très bien comment parler aux Français, quoi leur dire, à part traverser la rue pour trouver du travail, à part, quand il est dans une gare, parler de ceux qui ne sont rien, à part dire à quelqu'un que pour s'acheter un costard, il fallait travailler. Toutes ces phrases-là, mises bout à bout, ont créé un sentiment, je trouve, de coupure entre les Français et Emmanuel Macron. Petit à petit, oui. Petit à petit, insidieusement, comme une musique dissonante qui s'installe. Et en réalité, on voit le résultat aujourd'hui. Et ça s'est retourné comme un gant, il y a quelques semaines avec les Gilets jaunes, qui quand même ont bien en tête, d'ailleurs ne cessent de dire, on se sent méprisé, déconsidéré, oublié, pas compris. C'est quand même des termes qui reviennent tout le temps dans leur bouche, et ça ne vient pas par hasard. C'est globalement inquiétant pour le pays, parce que la rapidité avec laquelle les présidents perdent le soutien de l'opinion, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande maintenant, Emmanuel Macron, ça devient dramatique, ça devient extrêmement inquiétant, parce que comment gouverner, comment réformer? Et dans ce que propose Emmanuel Macron, il y a des choses à prendre. Par exemple, si on s'intéresse à la France pauvre, et si on regarde ce qu'il dit et ce qu'il propose, c'est-à-dire sortir les gens pauvres de ce qu'il appelle l'assignation à résidence. Ils sont assignés à résidence en pauvreté ad vitam. Comment changer le système? Comment modifier ce système? C'est un enjeu qui vaut la peine. On sort à peine de l'énoncé d'un plan pauvreté dont la presse n'a absolument... Parce que la presse en a très peu parlé, qu'il a lui-même pollué par tout ce que rappelait Virginie, et qui était absolument, en effet, dévastateur. Les petites phrases qui ont été absolument dévastatrices. Les petites phrases. Mais répétées. Bien sûr, répétées. J'entendais le Premier ministre qui ne s'arrête jamais. On lui dit, alors dans le SMIC, il n'y aura pas de coup de pouce. Non, il n'y aura pas de coup de pouce. Nous, on veut rémunérer le travail. Mais le mec qui est au SMIC, il travaille pas. Alors qu'en fait, c'est incroyable. Oui, alors qu'en fait, le raisonnement, c'est, on sait très bien qu'augmenter le SMIC, c'est générateur plutôt de chômage supplémentaire. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Donc c'est probablement ce qu'il voulait dire, mais il s'exprime d'une façon, j'allais dire, brutale ou techno. Qui met en colère Laurent Geoffrin de toute évidence. Mais par ailleurs, moi je pense que dans le paysage qui est devant nous, il y a aussi le fait qu'il faut rappeler, c'est que si on fait le total des voix qui se sont portées sur Marine Le Pen, et c'est des voix qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon, vous êtes facilement aux 40% de l'opinion, et vous avez ce que vous avez l'essentiel des Gilets jaunes aussi. Il y a aussi, si on veut une lecture politique de tout cela, il y a aussi ça à considérer. Mais Jean-Marie, vous conviendrez que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui ne sont ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Et qu'il y a des gens qui parfois même ne sont même pas engagés. Il y a des gens très bien, et il y a des gens très bien chez les Gilets jaunes. Non, c'est pas ce que je dis, il y a des gens qui ne sont même pas du tout engagés politiquement et qui le revendiquent. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette partie-là de l'opinion, il y a du ressentiment. Et il y a de la colère qui se transforme en haine. ne vient pas forcément de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Qui sont présentes néanmoins.
qui sont présentes néanmoins. Ben oui, sûrement. Oui. Donc voilà. Alors évidemment, néanmoins, elles sont ce que je disais tout à l'heure, il y a des couches quasiment successives. toutes les catégories de la population. Il y a des catégories qui font écran à d'autres ou qui en masquent d'autres dont la souffrance est réelle. Mais sauf que vous ne pouvez pas non plus vous abstraire d'une lecture un petit peu politique qui fait que il n'est pas surprenant non plus d'avoir un mouvement d'ampleur quand vous avez autant de gens qui sont restés dans le ressentiment après la défaite de l'élection présidentielle et que leur leader encourage et continue d'encourager. Mais à partir du moment où ces gens-là n'ont pas de leader, ils sont soutenus par une part croissante de l'opinion, il faut leur apporter bien sûr, non, mais ça, il faille leur apporter une réponse, c'est évident. C'est évident, et qu'il y ait eu des maladresses au départ, une mauvaise gestion, c'est évident aussi. De faire un geste en matière de pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Faire la part du feu maintenant. Non, mais moi, baisser les taxes sur l'essence de manière très importante, ça c'est une erreur stratégique. Mais il faut écouter les gens qui disent que leur pouvoir d'achat est insuffisant, c'est vrai. Est-ce qu'en réalité, avec cette taxe flottante, ils se préparent à lâcher le 1er janvier? Je pensais qu'ils allaient dire, alors pour janvier, effectivement, c'est un peu haut, on va moduler. Alors, donc là, c'était faire un geste. Mais non, ils disent pas ça. Ils disent non, janvier, on continue. Oui, enfin, ils le disent aujourd'hui. Oui, mais à ce moment-là, il faut... Mais à ce moment-là, il faut mieux expliquer. Il ne faut pas tout lâcher tout de suite, mais il y a un moment, il faut... Non, mais Édouard Philippe reçoit les Gilets jaunes demain. Donc, il faut bien qu'il leur donne quelque chose. Parce qu'en fait... Il faut appliquer la taxe flottante tout de suite. Ils sont obligés de sortir de cette situation. On est au-delà, parce que quand on regarde le paysage tel qu'il se déploie, je reviendrai plus tard sur le clivage extrême-gauche, extrême-droite, parce qu'il y a de moins en moins de clivage entre les deux, ils se rapprochent de plus en plus, mais ça c'est un autre sujet. Dans les manifs, en tout cas. Il y a maintenant, vous voyez dans certaines grandes entreprises, des revendications qui commencent à monter. Et donc la réunion demandée par Laurent Berger va être d'autant plus nécessaire sur les salaires, donc sur le pouvoir d'achat aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu à une période de faible inflation, mais inflation quand même, qui fait que ça va devenir une urgence salariale dans beaucoup d'entreprises. Et ça, c'est une autre paire de manches si on veut affronter ce genre de situation. Christine Lagarde disait il y a quelques semaines dans les Échos, elle donnait cette interview. Et elle disait, les élus n'ont pas conscience de ce qui se passe. Donc il y a cette France, ce que Christophe Guilly avait théorisé, ces deux France, celle qui est périphérique et celle des métropoles. Vous aviez fait un excellent papier dans la lettre en Libé sur un dialogue fictif entre la doudoune Uniqlo et le gilet jaune. Voilà, cette fracture, on voit qu'il y a une... L'écolo bobo et le prolo. Donc le prolo, si je reprends votre expression, se réveille, mais est-ce que le bobo doit se réveiller aussi, ou les élites, est-ce qu'ils doivent se réveiller aussi? Mais je ne suis pas sûr que le bobo soit forcément défavorable au mouvement, parce que... Lui aussi, il en a marre de payer. On dit beaucoup de mal des bobos. Non, mais quand je dis les bobos, ils sont un peu progressistes quand même. Donc il dit oui, c'est vrai, ils ont raison, ils sont mal payés, ils font des boulots très utiles et on les paye avec un aspire. Donc ils sont pour. Hein. Pour arriver à 85% d'opinion favorable, il faut quand même taper en dehors des catégories initiales. Mais est-ce qu'on n'a pas de gilet jaune, mais est-ce que nous, inconsciemment, si on va chercher un peu, est-ce qu'on n'est pas content de voir non, c'est pas bien ce que je dis, mais se dire, on s'est pris une prune à 150 €. On s'est pris une prune à 150 €. Ça, quand même, ça nous reste un peu en travers de la gorge. Bon. Je sais pas. J'ai pas de voiture, moi. Mais vous avez un scout? Oui. Et on se prend aussi des prunes. Je paye mes amendes. Oui, mais moi aussi, je les paye. Non, mais là, je veux dire une chose. Il y a une chose qui ne va pas dans le mouvement. C'était pour illustrer le bobo de Paris. Je sympathise avec la demande sur le pouvoir d'achat. Autant l'histoire des radars qu'on démolit, je trouve ça honteux. Oui. Non, ça c'est autre chose. Non, mais moi, c'est autre chose. Ça fait partie du mouvement. Non, mais la défense agressive de l'automobile, là, je suis contre. Oui, non, mais est-ce qu'on a tous, ça nous énerve pas tous de payer tout le temps? Non, mais au-delà de payer, on a, enfin, je veux dire, je pense que c'est ce qu'expriment aussi les Gilets jaunes. On a envie aussi de comprendre un peu mieux, parce que je pense que le gouvernement et Emmanuel Macron n'ont absolument pas été clairs là-dessus, sur les messages qui sont envoyés par ce qu'il faut faire pour cette transition écologique. On avait entendu voiture propre, ça je pense que tout le monde l'a entendu. Oui. On n'avait pas forcément entendu, en tout cas manifestement les Gilets jaunes ne l'avaient pas compris, qu'il faudrait se passer de voitures totalement. Or, c'est globalement ce qu'on leur a un peu expliqué. Et vous parliez tout à l'heure à propos des pauvres de
pas de la fracture, c'est pas la fracture territoriale, mais enfin le fait qu'ils sont isolés, il y a des endroits où ils ne pourront pas se passer de voitures. Il y a des endroits où il n'y a plus de services publics. Et les gilets jaunes. La transition écologique. Il y a aussi autre chose. Et il y a aussi autre chose dans ce mouvement, c'est le sentiment, et ça je pense que c'est pour ça que c'est aussi peut-être soutenu par une majorité de Français, qu'on fait payer d'abord les particuliers. Les entreprises, le kérosène des avions, etc. Oui, c'est vrai. Voilà, les banques, dont on avions, des bateaux, on apprend au passage qu'elles financent toutes les énergies fossiles, etc. Voilà. Donc il y a quand même tout ça dans ce mouvement. Ouais. Et je pense que ça explique une partie du soutien. Voilà, et il y a peut-être ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être un gilet jaune en chacun de nous, finalement, même si on ne le reconnaît pas, sur le fait de, voilà, se dire que... Non, décidément, je fais un flop, parce que moi, je suis honnête, mais bon, vous n'avez pas le Non, mais... Voilà. Non, oui, ce mouvement. Il y a une critique à l'égard du gouvernement, et il y a aussi en France, on aime bien les gens un peu rebelles, c'est vrai. Non, mais on peut tous ressentir qu'il y a eu beaucoup de zigzags. Ouais. On peut tous ressentir aussi qu'il y a trop de mansuétude aussi vis-à-vis d'un mouvement qui est dont certains éléments sont violents, tentés par la violence, nourris par le ressentiment et par la haine. C'est pas comme ça qu'on avancera. Voilà, c'est pas comme ça qu'on avancera. Il faut donner des réponses politiques. Oui, bien sûr, il faut donner des réponses politiques. Simplement, quelle réponse politique donner ? Et c'est toute la problématique de ce gouvernement qui est vraiment là à l'épreuve du feu par rapport à une foule de revendications qui sont tout et n'importe quoi, qui sont tout et le contraire de tout. Il vaudrait mieux en effet se resserrer et se concentrer sur la France pauvre et les questions de pouvoir d'achat et passer outre des revendications sur ce qui fait l'essentiel du mouvement, dont Roland Quérol nous expliquait à quel point il était proche du poujadisme des années 50 ou 56, parce qu'il y a ça aussi dans ce mouvement. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais pardon, Jean-Marie, vous parlez de la France pauvre, mais c'est la France pauvre et la France modeste et la France moyenne qui est dans la rue et qui a son gilet jaune. Et je crois que la sympathie... On appelle les travailleurs pauvres. Exactement, ce sont des gens qui ont un travail qui est mal payé, qui n'arrivent plus au-delà du 15 du mois, à boucler leur budget. C'est la France modeste qui est dans la rue. C'est pas la France capricieuse qui réclame et qui n'a pas ce qu'elle veut. C'est juste la France qui n'arrive pas à vivre de son travail. Et je crois que la sympathie qu'éprouvent les Français pour ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, c'est ce sentiment-là de précarité de cette classe moyenne, de ce corps social extrêmement nombreux, et de cette précarité qui gagne finalement la société. Donc ceux qui sont tout en haut, ils se disent, bon, moi ça m'arrivera pas, mais ils ont quand même le sentiment que ces gens-là qui sont dans la rue, ils tiennent un discours qui est juste leur discours de réalité. Et contrairement à ce que vous dites, moi je ne me permettrai pas d'amalgamer ce mouvement à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ou à quoi que ce soit. Oui, enfin, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a des socialistes, il y a des gens qui n'ont jamais voté, il y a des gens de droite, il y a tout. Il y a toute une partie de la France, qui est dans la rue. Et les résumés... Alors, vous ne le faites pas, mais le gouvernement le fait à ce qu'ils appellent la peste brune. Moi, personnellement, je trouve ça proprement scandaleux. C'est une façon de discréditer le mouvement et de le salir, qui est d'abord totalement impropre, et puis en plus qui a tendance à les provoquer. Donc ça entraînera l'effet... Ça entraînera l'effet exactement inverse. Mais alors, Laurent disait, il faudra donner quelque chose sur le pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que Emmanuel Macron doit en réalité modifier dans sa façon de peut-être réformer l'État, dans sa façon de faire sur la dépense publique, de faire d'autres efforts pour lâcher un peu du lest? Qu'est-ce qu'il, en dehors de la forme... Une proposition, c'est de rétablir l'impôt sur la fortune, comme ça fait 4 milliards, on les redistribue. Mais évidemment, cette proposition ne sera pas acceptée parce qu'elle est ridicule. S'ils font ça, c'est ridicule. Mais c'est 4 milliards, voilà. Et je n'ai pas vu d'ailleurs que l'argent en question s'était investi massivement dans l'économie française. On n'en voit pas la trace, en tout cas. Il devait y avoir une évaluation là-dessus, d'ailleurs. Oui, je crois qu'ils sont en train d'évaluer. Peut-être qu'ils vont évaluer et dire les riches ont mis tout dans leur poche, donc on les retaxe. Donc en réalité, ça ne peut pas s'arranger. Ça va être dur. Parce que il se réveille tard. Le gouvernement se réveille très tard. Il y a une différence, parce qu'il y a les grands mouvements comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu 95, la grande grève des cheminots.
mais où il y avait un soutien de l'opinion aussi. Mais ce sont des gens qui bloquaient pratiquement, pas le pays, mais enfin, ils bloquaient beaucoup de choses. Les Gilets jaunes, ils bloquent pas énormément. Ils font des embouteillages, ils ouvrent des péages, ou ils empêchent les gens de passer pendant 1 heure. C'est peu de choses. Et donc le gouvernement peut très bien dire, écoutez, de toute façon, la vie continue, il y aura quelques dégâts, mais c'est pas très grave. Enfin, on peut les relativiser, mais ça va être terrible dans les urnes. L'activité économique du pays. Non, parce que ça serait extrêmement dangereux. Ils sont obligés de proposer quelque chose pour en sortir. Ils jouent le pourrissement, mais ils ne pourront pas jouer longtemps. Il y aura des violences. Enfin, moi, voilà, on peut craindre que ce soit très dangereux, parce qu'il y a des éléments incontrôlés, il y a de tout. J'en reviens au point de départ. Les responsables qui appellent à des manifestations dans des lieux interdits prennent objectivement le risque de la violence. Nous ne sommes pas dans un pays où la colère mérite de s'exprimer par la violence. Nous sommes dans un pays libre où les protestations sont possibles, les manifestations sont possibles. On peut même bloquer les gens et filtrer les gens, ce qui est déjà en soi assez choquant. Vous passez, vous ne passez pas, etc. Et bien, il n'y a pas besoin d'avoir ces provocations, pardon Virginie, ces provocations qui font qu'on veut aller aux Champs-Élysées et que si on va aux Champs-Élysées, on sait que ça se passera mal et on sait qu'il y aura des violences. Donc c'est une responsabilité qu'il faut leur renvoyer. Il n'y a pas que le gouvernement qui est accablé dans cette affaire. Il y a aussi des gens qui jouent avec le feu et il serait temps qu'on en prenne conscience. Et ça n'empêche pas d'avoir de la sympathie pour les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Moi, je pense que le problème, c'est le problème des petites villes moyennes, où en effet, il n'y a plus ni poste, ni train qui arrive, ni service public. C'est ça le problème. En regard de ça, vous avez des gens qui vous disent plus de taxes, plus d'impôts. Comment vous faites pour réhabiliter ou remettre des services publics dans des pays qui en ont besoin sans impôts? C'est du long terme. C'est pas du long terme, c'est de l'immédiat, c'est la justification de l'impôt. C'est toute la complexité du problème. Vous dites que les manifestations jouent avec le feu. Moi, je dis qu'Emmanuel Macron, en supprimant les corps intermédiaires... Je termine ma phrase, Jean-Marie, si vous m'y autorisez. Virginie, on en a parlé à chaque émission, on a souligné ça. Il se retrouve aujourd'hui face à face avec la colère des Français, et lui aussi, il a joué avec le feu, parce que cette colère, elle est là, et elle est très forte. Mais bien sûr, c'est ce que disait Roselyne dans son introduction, c'est tout à fait juste. Je vous propose d'accueillir Véronique Reissoul pour la chronique La politique sur les réseaux tout de suite. Ah ouais, c'est dingue. C'est pas terminé. Voilà, Jean-Marie et Virginie qui se disputent. C'est vrai, on ne vous laisse pas parler, Jean-Marie. Mais oui, Virginie me coupe la parole. Vous êtes baïonné. Baïonné, Jean-Marie, c'est un scandale. C'est le contraire. Révoltez-vous. Je suis le gilet jaune de l'émission. Non, tout le monde a un peu de gilet jaune en off. Mais attendez, ça pour les radars, je suis d'accord avec Laurent. Enfin, on ne détruit pas les radars. Non, on ne touche pas aux radars. Non, mais alors, c'est les radars. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait plus d'accidents de la route. C'est quand même dingo, quoi. Non, mais c'est pour ça que... Voilà. Bon. Donc, ma chère Véronique... Sur les réseaux sociaux. Oui, on ne va pas changer de sujet. Non seulement on ne va pas changer de sujet, mais comme toutes les semaines, on rappelle que comme c'est un peu né sur les réseaux sociaux et que c'est un peu là où il s'exprime, ce serait dommage de ne pas en parler. Donc... oui. Je vous ai fait 3 petits points dessus. Le premier, c'était les volumes depuis le discours. Quel est le nombre de messages sur les réseaux sociaux uniquement depuis le discours, puisque sinon, on a 636 000 messages. On peut commencer à dire que les gens ont parlé sur les réseaux sociaux de ce discours. Bien évidemment, des gilets jaunes, mais là, j'ai regardé autour du discours lui-même. En gros, beaucoup de déceptions, comme vous avez pu l'entendre dans les sondages, mais on l'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Même s'il y avait quand même 6 Français sur 10 dans les différents sondages qui disaient que les mesures elles-mêmes étaient plutôt appréciées en soi, c'était plus la forme, le fond. Après, de savoir si ces mesures étaient bien ou pas, ils en ont beaucoup discuté sur les réseaux. Parce que dans le fond, ce n'est pas leur priorité. Si, c'est leur priorité, mais c'était plus que c'est pas les mesures qu'il a annoncées en soi qui étaient critiquées, c'était la forme, le fait que ça arrivait tard. Et d'ailleurs, je vous ai fait un nuage de mots de ces 636 000 messages. Qu'est-ce que les gens disent? Quels sont les mots les plus utilisés? Eh bien, vous allez voir, le mot technocrate ressort joliment en premier. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ont dit la première partie du discours, elle était tellement technocratique, tellement technique que finalement, ce n'était pas forcément ça qu'on attendait. Ensuite, ils disent il n'a pas parlé du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on voit bien que le mot pouvoir d'achat, c'est un sujet. Ensuite, ils ont trouvé que le sujet de la concertation était compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, en fait, ils commencent en disant qu'il ne va pas changer de cap.
qu'il ne bougera pas, mais qu'il va faire une concertation. Donc on voyait beaucoup sur les réseaux une sorte d'expression donc en fait il se moque de nous et on ne fait pas une concertation quand on annonce avant que le résultat est déjà décidé. Et puis après, là je ne vous l'ai pas mis là, mais... je ne sais pas si vous avez, enfin je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un petit point un peu spécifique, toujours cette histoire de, donc c'est venu sur les réseaux sociaux. Comme c'est venu sur les réseaux sociaux, vous parliez des corps intermédiaires, de ces fameux porte-parole, sont-ils représentatifs, pas représentatifs? Eh bien, de nouveau, on a quelque chose d'assez nouveau que le gouvernement va devoir gérer, c'est que les fameux porte-parole, quand ils vont voir M. de Rugy ou quand ils vont voir M. Édouard Philippe et peut-être un jour M. Macron, eh bien, ils filment. Et ils filment en direct. Oui. Ah oui. Et donc, ça veut dire que la discussion, elle est en direct. Et eux, vous voyez qu'ils demandaient avec Rugy. Non seulement ils l'ont demandé, mais ils l'avaient prévenu. M. de Rugy a dit derrière, non, on m'avait pas prévenu. Mais si, sur tous les réseaux sociaux, c'était écrit, partout c'est écrit, nous ne sommes que vos porte-paroles, vous nous contestez, eh bien nous serons dans une transparence totale. Et donc on filme en direct la discussion. Ça, il va falloir apprendre à le gérer. Ça va être un sujet... C'est ingérable dans une... Et c'est très difficile. Donc c'est juste pour vous dire que les codes, ils sont complètement changés, complètement bouleversés. Que dans la journée de samedi, il y avait bien sûr des chaînes d'information en continu, bien sûr les journaux télévisés, mais il y avait surtout Facebook, les messages et les échanges, les discussions des gens qui étaient sur les réseaux sociaux et qui appelaient au secours en disant « Aidez-nous, les gens sont en train de déraper ». On voyait des tas de gens qui discutaient. Et là, cette semaine, on voit, eh bien, ils ont peur. Ils avaient déjà peur la semaine dernière, mais là, ils ont encore plus peur. Je vous ai mis une espèce de patchwork de plein de choses que vous représentez Facebook. En quelques mots, c'est compliqué. Mais le fameux acte 3, donc cette fameuse page événement qui vous montre... le nombre de participants et d'intéressés. Alors, le slacktivisme, c'est un sujet qui ne veut pas dire que parce qu'il y a 130 000 personnes intéressées, il y aura 130 000 personnes sur les champs ou entre nations, enfin bon, peu importe là où ils vont aller manifester. Le slacktivisme, c'est déjà de dire ça m'intéresse, je suis et j'écoute. On traduit littéralement l'activisme sur canapé, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même ça montre bien que. Je vous ai mis quelques captures aussi sur l'ensemble des messages et des discussions qui sont virulentes, bien sûr. Il y a des tas de choses peu intéressantes, mais il y a quand même dans l'eau quelque chose d'assez intéressant, en particulier dans les questions qui se posent. Donc ils ont peur pour leur sécurité, ils ont peur que le mouvement soit rattrapé, ils ont peur de plein de choses, mais ils disent il faut quand même bouger pour montrer notre force. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est que, en fait, à force de ne pas avoir de réponse, il y a ce qu'on appelle des tutos. Alors, les tutos sur Internet, d'habitude, c'est pour se maquiller, des choses, voilà. Mais là, les tutos, ils sont sur les taxes. Et donc, ils sont en train de décortiquer de comment ça marche, une TIPP. Et comment ça marche, puisqu'on nous parle technocrate, on va commencer à rentrer dans le détail. Et monte une petite chose qui est assez amusante sur les réseaux, qui est, donc, en France, on a une spécificité. On taxe les taxes. Et ils ont compris qu'en fait, on a quelque chose d'incroyable qui est qu'effectivement, on paye une taxe sur la taxe quand on paye son carburant. Eh bien, ce genre de choses, il y a quelqu'un qui aurait dit que rendre le peuple intelligent est toujours dangereux. Eh bien, il y a un moment donné où les gens sont en train de commencer à se poser des questions et il va falloir aussi gérer ça. Ouais. Voilà, c'était un petit juste une petite question à qui veut répondre sur cette désorganisation. Est-ce qu'il n'y a pas un moment Virginie va répondre. Où Virginie, voilà, vous êtes désignée par Jean-Marie. Cette désorganisation va in fine, s'organiser. Bien sûr, ils vont être obligés de... Là, j'étais en train de lire le texto qui était affiché, là. Je vois qu'il y a une dame qui proteste en disant on a besoin de porte-parole parce qu'on a besoin d'arriver à une négociation. Ils vont y arriver, ils vont finir par y arriver, même si tous les porte-paroles qui seront désignés seront parfois contestés. Mais il y a un moment ou un autre, il leur faudra des porte-paroles. Bien sûr. On continue. Alors, c'était juste un petit bout de Trump. Voilà. Trump et le climat, il continue. Vous pouvez pas... Voilà. Il nous faut notre... Les gilets jaunes mobilisent plein de gens, plein de monde, mais quand même, le reste du monde ne parle pas que des gilets jaunes. Et il y a Trump. Et comme je sais que Jean-Marie aime beaucoup parler de M. Trump, je me suis dit, et que je n'avais pas à avoir beaucoup de temps, je vous ai fait une petite sélection des émojis qui sont dans les messages sur M. Trump et le climat cette semaine. Il a, comme vous le savez, expliqué que, bon, déjà, les océans se rétrécissent. C'est une information importante. Et l'autre chose, c'est que donc, le rapport sur le climat est un rapport, il a dit, ça a beau être un rapport américain, c'est quand même faux. Donc déjà, on part sur des bonnes bases. Et donc, vous avez... Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est ce personnage ? Non, voilà. On voit ça. L'argent, c'est pourquoi ? C'est qu'il dit l'argent gagne tout et gagne même sur la cause de la planète. Le petit personnage qui est là, c'est quelqu'un qui ne sait plus quoi dire, qui est... Voilà, sans mots face à tellement de refus face à la situation. Et le bonhomme qui est très fort, c'est pour dire que Trump est très fort, puisque la COP25 qui devait avoir lieu au Brésil, a priori, n'aura pas lieu au Brésil, puisque son ami a été au Brésil. Voilà. Il y a le Canard enchaîné qui fait une suggestion très intéressante. Il suggère d'expliquer à Donald Trump
que l'arrosage des golfs sera rendu très difficile par le réchauffement climatique. Et là, peut-être qu'il faut considérer de considérer le réchauffement. Merci Véronique, merci à tous et à Charlotte Hurien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et à l'équipe technique pour l'avoir réalisée. À bientôt.